À la une de l'actualité, barrage sur le Nil, Khartoum demande la médiation de l'ONU et de Washington. C'est dans une lettre signée du Premier ministre soudanais. Manifestation à Cochabamba et d'autres villes en Bolivie. Des milliers d'habitants étaient dans les rues pour demander la libération de l'ex-présidente Jeanine Agnès. Et puis, crise en Birmanie, des policiers et soldats ont fui pour avoir refusé d'exécuter les ordres, à suivre leur témoignage en fin d'édition. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à ce rendez-vous d'information et bonsoir à tous. La cour d'assises de Bamako a ordonné la fin sans verdict du procès pour assassinat contre le général malien Amadou Sanogo, meneur d'un putsch en 2012 et brièvement chef de l'État, une quinzaine de co-accusés. C'est la honte, a dit une victime. Après l'annonce de la décision, je vous propose de suivre quelques réactions. Le Mali n'a pas besoin d'un procès qui va aboutir à des assassinats, à des atrocités. Le pays a compris et le pays a pris une loi d'entente nationale qui vient d'être appliquée. Les lois sont faites pour être appliquées. Je dis encore merci et merci à tout le monde, surtout aux magistrats qui ont eu le courage de rendre cette décision. En libérant Aya qui a massacré les gens, qui a enlevé les femmes, qui les a violées. Et c'est la honte aujourd'hui. Cette date doit être inscrite dans l'histoire du Mali. Moi, je vais saisir la justice internationale. Là-bas, le droit sera dit. Pendant 6 ans, pendant 7 ans, vraiment, en train de faire cette lutte. Je pensais qu'il Hussein Diarra, j'aurais préféré qu'il y ait des condamnations ce matin. En République démocratique du Congo, au moins 15 civils ont été tués dans l'est du pays. Ils ont été massacrés par des présumés combattants ougandais du groupe armé ADF. Les forces démocratiques alliées, très actives à l'est du Congo, sont à l'origine de plusieurs exactions. Les précisions. L'attaque a été confirmée par des sources locales pointant du doigt des combattants ougandais. Les victimes, au nombre de 15 au moins, ont été abattues par le groupe armé des ADF, selon le baromètre sécurité du Kivu sur Twitter. Des jeunes en colère ont manifesté lundi matin dans cette localité pour dénoncer la tuerie, selon plusieurs témoignages. La police est venue intervenir pour disperser les manifestants, a déclaré un responsable local. Malheureusement, un jeune a trouvé la mort par une balle perdue et un autre est grièvement blessé, a-t-il ajouté. Les ADF sont à l'origine des rebelles ougandais musulmans installés depuis 1995 dans l'est de la RDC. Ils n'attaquent plus l'Ouganda voisin depuis des années. Ces hommes armés commettent régulièrement des massacres sur des civils sans défense depuis octobre 2014 dans la région de Béni et ses environs. Depuis avril 2019, le groupe État islamique a revendiqué certaines attaques des ADF. Dispersés par des opérations militaires lancées depuis fin octobre 2019, les ADF opèrent désormais en petits groupes mobiles, selon un récent rapport des experts de l'Organisation des Nations Unies. Les États-Unis ont désigné récemment les combattants des ADF parmi les groupes terroristes affiliés à l'État islamique. Je le disais en titre, le Soudan a demandé officiellement lundi à l'ONU et aux États-Unis de jouer les médiateurs dans les négociations que mènent Khartoum et le Caire avec l'Éthiopie concernant la gestion et le remplissage du réservoir du Grand Barrage sur la Renaissance. Les détails. Le Premier ministre soudanais a adressé une lettre à l'ONU et une autre aux États-Unis pour leur demander d'intervenir et de jouer un rôle de médiateur pour régler les divergences concernant le barrage de la Renaissance, a déclaré Faisal Saleh, porte-parole du chef du gouvernement soudanais, Abdallah Hamdok. Le Soudan avait proposé le mois dernier une médiation quadripartite incluant ses acteurs. Le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie négocient sans succès les modalités de gestion du remplissage du réservoir du Grand Barrage de la Renaissance, lancé en Éthiopie en 2011 et destiné
à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. L'Égypte, qui dépend du Nil pour environ 97% de son irrigation et de son eau potable, considère le barrage comme une menace pour son approvisionnement en eau. Le Soudan espère que le barrage régulera les inondations annuelles, mais craint que ses propres barrages ne soient endommagés si la seconde phase du remplissage est enclenchée avant de parvenir à un accord. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a critiqué, lors d'une visite à Khartoum le 6 mars, l'intervention de l'Éthiopie de procéder à la seconde phase de remplissage de son barrage. L'Égypte et le Soudan ont convenu de relancer les négociations par une médiation quadripartite incluant l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et les États-Unis afin de parvenir à un accord avant la saison des inondations, avait encore déclaré Abdel Fattah al-Sisi. Le Premier ministre libyen Abdelhamid Beba, qui doit gérer la transition jusqu'aux élections prévues en décembre, a prêté serment ce lundi. Cela fait plus d'un mois déjà qu'il est désigné dans le cadre d'un processus politique parrainé par l'ONU pour sortir la Libye d'une décennie de chaos. Reportage. Cette prestation de serment, qui représente la concrétisation d'une percée politique sans précédent depuis 2014, devait initialement se tenir à Benghazi, berceau de la révolte ayant entraîné la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, avant d'être délocalisé à Tobrouk pour des considérations logistiques. Des émissaires de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union européenne, ainsi que les ambassadeurs de pays frères et amis comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Turquie, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, ont assisté à la cérémonie aux côtés des membres du Parlement. C'est devant ce parterre que le nouveau Premier ministre par intérim s'est engagé. Je jure devant Dieu de m'acquitter de mes fonctions en toute honnêteté et loyauté, de rester toujours fidèle aux objectifs de la révolution du 17 février, de respecter la Constitution et la déclaration constitutionnelle et de protéger les intérêts du peuple libyen. Après des années d'impasse dans un pays divisé en deux camps, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, Abdelhamid Beiba, 61 ans, a été désigné Premier ministre par intérim le 5 février par 75 responsables libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU, en même temps qu'un conseil présidentiel de 3 membres. Son gouvernement d'unité nationale a obtenu mercredi un vote de confiance historique des députés. Il remplace aussi bien le gouvernement d'union nationale GNA de Fayez al-Sarraj, installé en 2016 dans l'Ouest et reconnu par l'ONU, que le cabinet parallèle d'Abdallah al-Teini, non reconnu par la communauté internationale, basé dans la Cyrénaïque, région contrôlée de facto par les forces du maréchal Khalifa Haftar. Il est chargé d'unifier les institutions du pays et d'assurer la transition d'ici les élections du 24 décembre, date à laquelle sa mission devrait théoriquement prendre fin. Des journalistes ont pu rencontrer 40 ressortissants birmans, pour la plupart des policiers, alors qu'ils se cachent dans un lieu tenu secret dans l'État indien du Mizoram, dans le nord-est de l'Inde, après avoir fui leur pays. Ceci n'a pas empêché l'armée de continuer la répression de manifestants pacifiques. On suit le reportage. Kiwi, jeune soldat birman, passé clandestinement en territoire indien, tremble de tout son être alors qu'il raconte à l'AFP avoir fui la répression militaire en Birmanie, se refusant à violenter son peuple après en avoir reçu l'ordre. Ce fusilier de 24 ans, qui dit avoir servi dans l'armée 4 années durant, fait partie d'une quarantaine de ressortissants birmans que l'AFP a rencontrés dans une cache dans l'État indien du Mizoram, frontalier de la Birmanie, où ils se sont réfugiés. Le voyage de Kiwi a duré 4 jours, d'abord à moto, puis à pied. Ce père de 2 enfants raconte avoir notamment reçu ordre d'espionner la minorité chrétienne chienne dans l'ouest birman à laquelle il appartient. Les militaires ont ordonné de tuer des gens innocents comme ma mère et mon père. Je refuse d'être un traître, dit-il. Pourquoi devrais-je tuer mon peuple? Alors j'ai fui en Inde. De là, il a appris que sa maison avait été perquisitionnée et son père arrêté. Depuis le putsch du 1er février, la violente répression des manifestants pro-démocratie birmans a fait plus de 120 morts dans leur rang selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Meurtres,
Persécutions, disparitions forcées, torture, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé de probables crimes contre l'humanité commis par l'armée. Plus de 300 Birmans, dont de nombreux officiers de police, des membres de leur famille et 2 militaires, sont entrés en Mizoram, en Inde. Les Birmans en quête d'un asile sont recueillis par de sympathisants qui les aident à se rendre chez des proches ou leur trouvent un hébergement à l'abri des autorités de crainte qu'ils ne soient déportés en Birmanie. Et puis en Bolivie, de milliers d'habitants de Cochabamba se sont réunis sur la place Plazuela de las Banderas avant de marcher vers le bureau du procureur. Ils protestent contre l'arrestation de l'ex-présidente Janine Áñez, poursuivie pour coup d'État contre son prédécesseur Evo Morales. Des rassemblements ont eu lieu dans la capitale La Paz, à Trinidad et à Santa Cruz, capitale économique de la Bolivie et fief de l'opposition au mouvement vers le socialisme d'Evo Morales et de l'actuel président bolivien Luis Arce. L'opposition de droite et de centre nie qu'un coup d'État a eu lieu en novembre 2019, comme l'affirme le camp d'Evo Morales. Les manifestants ont protesté contre l'arrestation et le placement en détention provisoire de Janine Áñez, devenue présidente par intérim de la Bolivie après la démission d'Evo Morales. 2 de ses anciens ministres ont eux aussi été arrêtés. Au pouvoir de novembre 2019 à novembre 2020, Janine Áñez a été placée par une juge en détention provisoire pour 4 mois et incarcérée dans une prison pour femmes de La Paz. On ne permettra aucune sorte de persécution parce qu'il n'y a pas eu de coup d'État en Bolivie. Il y a plutôt eu une fraude électorale en 2019. Quand il n'y a pas de juge pour juger de façon impartiale et indépendante, quand il n'y a pas de défenseur des droits, quand le pouvoir est concentré, la voie légitime pour reconquérir les droits, c'est de descendre dans la rue. C'est le droit du peuple à l'insurrection contre la tyrannie. L'arrestation de Janine Áñez, qui se déclare victime d'une persécution politique, suscite depuis samedi de nombreuses réactions en Bolivie et à l'étranger. En novembre 2019, alors deuxième vice-présidente conservatrice du Sénat, elle avait prêté serment comme présidente par intérim 2 jours après la démission d'Evo Morales. Son arrestation est intervenue dans le cadre d'un mandat d'arrêt consécutif à une plainte pour sédition, terrorisme et conspiration déposée par une ancienne députée du mouvement vers le socialisme. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. L'info revient dans un instant. Restez informés à chaque instant sur SICA.